Ok, alors aujourd'hui, on explore ensemble plusieurs documents assez intéressants. Ça touche aux changements hormonaux avec l'âge, au vieillissement, mais aussi à des pistes pour mieux vivre tout ça. Oui, des stratégies, que ce soit pour le sommeil, le stress ou même l'apparence. On a des sources variées, hein, des articles, Wikipédia, des conseils beauté en vidéo. C'est ça. Et l'idée, c'est de tisser un peu tout ça ensemble, de voir ce qui ressort de Wikipédia, Vichy, Aromazone, Secret de miel et d'autres, pour essayer d'y voir plus clair. Exactement. On va essayer d'extraire les infos clés, quoi, pour avoir une compréhension un peu plus fine de ces étapes de vie et de comment on peut les accompagner au mieux. Bon, commençons peut-être par la base, la ménopause. Alors, la ménopause, oui, si on prend Wikipédia, la définition c'est l'arrêt naturel des règles du cycle ovarien. Ça arrive souvent entre 48 et 52 ans en moyenne. D'accord. Et biologiquement, qu'est-ce qui se passe exactement? En gros, les ovaires, ils commencent à moins bien répondre aux hormones qui régulent le cycle, la LH, la FSH. Du coup, ils produisent de moins en moins d'œstrogènes et de progestérone. C'est l'épuisement des follicules, en fait. Et ça a des conséquences assez directes, j'imagine. Ah oui, les symptômes connus, bien sûr. Bouffées de chaleur, les nuits difficiles, parfois des soucis de mémoire, l'humeur qui change. Wikipédia mentionne tout ça. Mhm. Et il n'y a pas que ça, si. J'ai lu qu'il y avait aussi des effets à plus long terme. Tout à fait. La baisse des œstrogènes, ça augmente le risque d'ostéoporose, donc fragilité des os, et aussi les risques cardiovasculaires. C'est important de le savoir. Et la peau aussi, elle prend cher, non? J'ai vu des chiffres assez frappants. Oui, c'est vrai. Vichy et Aromazone parlent d'une perte de collagène assez énorme, genre 30% dans les 5 premières années après la ménopause. D'où la perte d'élasticité, la peau qui devient plus fine. Waouh, 30%, ok. Et face à tout ça, quelles sont les approches? On parle souvent de traitements hormonaux. Oui, le fameux THS, traitement hormonal substitutif. C'est souvent efficace sur les symptômes, ça oui. Mais bon, les sources comme Wikipédia rappellent qu'il y a toujours un débat sur le rapport bénéfice-risque. C'est pas anodin. D'accord. Et il y a des alternatives plus naturelles? Alors oui, on trouve des mentions de plantes. Vichy cite le trèfle rouge, la rhodiole pour aider sur certains symptômes. Mais attention, Attention, pourquoi? Wikipédia nuance. Par exemple, pour l'actéa grappe, une autre plante parfois citée, les preuves scientifiques solides manqueraient un peu. Donc, faut rester prudent, hein. C'est intéressant, ça. Et puis, il y a la dimension culturelle aussi, non? Le vécu n'est pas le même partout. Absolument. L'exemple Japon vs Occident est souvent cité. La perception, l'acceptation, ça change beaucoup la donne. C'est pas juste biologique, quoi. Ok. Donc, si on revient aux impacts quotidiens, le sommeil, c'est un gros sujet. Oui, clairement lié à ces changements hormonaux. Et là, j'ai vu des astuces, parfois un peu surprenantes dans les sources, notamment en secret de miel. Le chocolat noir, par exemple. Ah oui, pour le magnésium, qui aide à réguler l'horloge interne. Il y a aussi la banane, les cerises, pour la mélatonine, l'hormone du sommeil. Et le miel. Une cuillère le soir, apparemment ça aiderait aussi à libérer de la mélatonine. Et puis bon, les classiques, hein, les tisanes de camomille, mélisse, tilleul, ça reste des valeurs sûres. Par contre, café, thé, même l'après-midi, c'est non. Oui, secret de miel déconseille même 4 heures avant de dormir. Ça peut vraiment perturber. D'accord. Et l'autre grand perturbateur, c'est le stress, j'imagine. Exactement. Mandinana le souligne bien. Le stress chronique, ça peut carrément mettre le bazar dans l'équilibre hormonal. Ça peut même causer des cycles irréguliers, avant même la ménopause d'ailleurs. Donc gérer son stress, c'est pas juste pour se sentir mieux dans sa tête, c'est aussi pour les hormones. Le lien est direct, oui. C'est un tout. Bon, et si on parlait un peu de la peau maintenant? On a dit qu'elle changeait pas mal. C'est dû à quoi exactement ce vieillissement? Alors, Aromazone explique bien qu'il y a deux choses. D'un côté, le vieillissement qu'on dit intrinsèque. C'est génétique, c'est l'horloge biologique. Moins de renouvellement des cellules, moins de collagène, d'élastine. Le truc naturel, quoi. Ok. Et l'autre, c'est l'extrinsèque. Et là, le grand coupable, c'est le soleil, les UV, mais aussi la pollution, le tabac. Tout ça, ça accélère le processus. Ça cause ce qu'on appelle le stress oxydatif. Le stress oxydatif, c'est un peu comme de la rouille pour les cellules. C'est une bonne image, oui. Ça abîme les composants de la peau, ça dégrade le film protecteur à la surface, ça peut faire apparaître des taches, et ça rend la peau plus fine, plus sèche, moins tonique. Du coup, il faut adapter sa routine de soins, j'imagine.
Complètement. L'objectif, d'après Aromazone, c'est d'abord de protéger, surtout du soleil. Ça, c'est vraiment la base. Ensuite, hydrater, nourrir et utiliser des actifs qui vont aider à préserver la structure, à limiter cette fameuse oxydation. Et le maquillage, alors? Parce que j'ai vu la vidéo d'Alicia et Emily. Apparemment, on peut faire pas mal d'erreurs qui accentuent les signes de l'âge au lieu de les camoufler. Oui, c'est un classique. Elle pointe du doigt, par exemple, les fonds de teint trop épais, trop couvrants. Ça a tendance à filer dans les rides, à marquer. Et l'anti-cerne? C'est pas toujours facile à appliquer. Non. Trop épais ou mal placé, la fameuse technique du triangle inversé sous l'œil, ça peut alourdir sur une peau mature. Et l'excès de poudre aussi, surtout compact, ça peut vite faire plâtreux et assécher. D'accord. Donc, moins, c'est mieux. C'est un peu ça l'idée. Elle conseille plutôt des textures fluides, légères, qui apportent de la lumière, mettre l'anti-cerne vraiment juste dans le creux, pas partout, utiliser une poudre libre très fine et juste là où ça brille ou pour fixer l'anti-cerne, mais très légèrement. Et pour les yeux, les sourcils? Les sourcils, c'est important de les redéfinir un peu. Ça structure le regard, ça lift. Pour les yeux, évitez les fards trop irisés ou pailletés, qui peuvent souligner les ridules. Préférez les mat, les satinés et bien estomper vers le haut et l'extérieur. Ok, c'est technique, hein. Et finir avec une brume. Oui, une brume fixatrice ou une eau thermale, ça aide à fondre le maquillage, à hydrater, et ça donne un fini plus naturel. Bon, si on essaye de synthétiser un peu tout ça, ce qu'on voit à travers ces différentes sources, c'est que la ménopause, le vieillissement, ce sont des processus naturels, certes, mais complexes, avec des effets hormonaux, physiques, évidents, mais aussi sur le bien-être au quotidien, le sommeil, la peau, le moral. Hmm, hmm. Et autre point clé, c'est qu'il existe plein de stratégies pour accompagner ces changements. Ça va de l'alimentation, la gestion du stress, aux soins de la peau plus ciblés, au maquillage adapté. Comprendre un peu les mécanismes derrière, ça aide à choisir ce qui nous convient le mieux, quoi. Oui, tout à fait. Et en regardant tout ça, au-delà de la biologie et des conseils très pratiques, moi, ça me fait penser à autre chose. On a évoqué les différences culturelles, non? Oui, brièvement. Eh bien, je me demande, quel rôle joue notre propre regard, et puis le regard de la société, sur la manière dont on vit ces transitions? Comment cette perception, qui varie tant, influence notre vécu personnel de ces étapes? C'est, voilà, peut-être une piste de réflexion à garder en tête.